Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Étienne Jernel. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Je suis ravi d'être là. Il n'y a pas que la télé dans la vie, encore qu'on va parler télé, mais c'est vrai que vous êtes le patron du Point, de l'hebdomadaire Le Point, qui est largement le premier news magazine de France. On va revenir avec vous sur une nouvelle activité, un nouveau partenariat entre LCI et Le Point, une émission qui va s'appeler Le Point des idées tous les vendredis à 21h05. On va y revenir. Vous serez avec la journaliste Sonia Chironi et on va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est liée à notre invité. On a voulu savoir si vous continuez à acheter des hebdomadaires d'actu. On vient de vous poser la question. Alors, pour le moment, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour la presse écrite. Toutes les semaines, 10%, de temps en temps 3%, en fonction de la une, 3%. Donc ça a une part importante et jamais 84%. Mais les votes viennent de démarrer. Alors peut-être après votre interview, les gens diront qu'ils achètent un hebdomadaire toutes les semaines. Oui, puis vous savez, moi j'ai les chiffres du Point, donc ça va. Bon, d'accord. Non, ça s'appelle une consultation. C'est pas une consultation. Mais justement, il n'y a pas d'effet internet, d'effet télé sur les hebdos actu, en tout cas sur Le Point. En fait, moi je crois que tout s'enrichit. Et on a fait une progression en numérique de 35% d'abonnement numérique l'an dernier. Ouais. Et l'abonnement papier a progressé également. En réalité, ça marche ensemble. C'est faux de croire que c'est un jeu à somme nulle. Ça marche ensemble. On peut avoir du succès sur les deux. Et l'année 2020, de ce point de vue-là, était une très bonne année. Pour Le Point, et ça continue. Mais est-ce que les chaînes info, ils n'ont pas certainement un peu tué la presse écrite en ayant l'info avant vous? Non, d'abord, ils ne l'ont pas forcément avant nous, parce que je vous rappelle qu'on est en numérique. Aussi, et parfois pas, ça dépend. Et puis je crois que ça va ensemble, tout simplement. On a longtemps dit que la radio, il y a une époque, elle allait tuer la presse écrite. Puis on a dit que la télé, elle allait tuer la presse écrite, et la presse écrite est toujours là. Et au contraire, moi je pense qu'il y a une complémentarité. Et d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Non, je crois qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et le numérique en tant que tel, l'apparition numérique nous a servi. En réalité, on arrive à atteindre des audiences qu'on n'arrivait pas à atteindre auparavant dans le monde du papier. Oui, et puis vous avez des unes à chaque fois extrêmement puissantes et interpellantes. La semaine dernière, c'était Mila. Cette semaine, c'est comment l'ARN va changer nos vies, avec un entretien que je n'ai pas encore lu, mais qui, je crois, est tout à fait passionnant. Carico, exceptionnelle chercheuse hongroise qui vous redonne envie de vivre dans la déprime ambiante. Et qui n'a pas été entendue à ses débuts, qui n'avait pas les budgets pour aller sur l'ARN. Son histoire est assez incroyable. Son histoire est fabuleuse et revigorante. Voilà. Allez, Gilles, on passe au zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Alors lui, il était confiné depuis le 8 novembre. 80 jours seuls, 80 jours, 16 heures, 19 minutes, 46 secondes. Yannick Bestaren a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe au Sables d'Olonne sous un feu d'artifice matinal. Alors si vous habitiez les Sables d'Olonne, il était 4 heures du matin. Il y a Yannick qui a gagné le Vendée Globe. Voilà, tout le monde est réveillé maintenant au Sables d'Olonne parce qu'il y a tellement de bruit avec le feu d'artifice que tout le monde va se lever pour voir cette victoire et ce chenal pour Yannick Bestaven. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Ah, c'est bizarre, hein, on passe de la solitude au total à ça quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. C'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe. Vous me ferez des feux d'artifice quand on sortira du confinement. Absolument. Et puis sinon, des gnocchis à la 15, une daube à la 8 et des lentilles à la 7. C'est les plats qui ont été servis en toute illégalité, évidemment, au restaurant Le Poppies à Nice. Le restaurateur Christophe Wilson revendique évidemment de braver la loi. On a toujours vécu avec des virus et on vivra encore avec des virus. Mais on ne peut pas vivre avec des masques, on ne peut pas vivre dans le confinement. On ne peut pas vivre ça suffit. Regardez ça, où on en est là. On est à l'agonie tous. Il y a des milliers d'emplois, je ne sais pas si ça va se chiffrer en millions d'emplois. Il y a toute la filière derrière les restaurateurs. Vous en pensez quoi? C'est idiot parce que aujourd'hui on en a besoin. Après, il y a un sujet de liberté globale lié aux restrictions sanitaires et qui pourrait durer après la pandémie. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il faut quand même faire un peu attention. Ça pourrait faire à la une la nouvelle prohibition avec les restaurants cachés, les magasins qui vendent sous le manteau.
Oui, la prohibition, ça a duré très longtemps aux États-Unis, et là, ça va pas durer très longtemps. Non. Il reste quelques mois, espérons en tout cas. Espérons, oui, c'est ça. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il avait un chef qui était sans papier et qui se retrouve aujourd'hui en rétention et qui risque d'être envoyé dans son pays. Donc c'est vraiment une... Et oui, j'allais enchaîner là-dessus en disant pour braver la loi, il a bravé la loi parce qu'il est en garde à vue pour avoir avoir un chef cuisinier sans papier. Ah là là, mais pourtant, il le savait, Pascal Praud sur CNews. Et bien oui, il savait que ça finirait mal, cette histoire. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il s'est fait plaisir une journée, il va le payer très cher. Pourquoi il va le payer très cher? Il n'aura plus d'aide. C'est terminé. Plus de dédommagement. De dédommagement. On va lui couper les vivres, etc. Son petite heure de gloire aujourd'hui, c'est hélas pas la solution. Et ça, faut le dire très clairement. Une affaire qui a ulcéré l'éditorialiste Jean-Michel Apathy sur LCI, qui a voulu rappeler les conséquences concrètes d'un tel acte. Est-ce que vous imaginez la situation d'une famille où des gens meurent du Covid ou d'autres choses? Il n'y a plus de cercueil. Si on laisse circuler le virus, il n'y a plus de cercueil. Alors c'était vrai à Bergame, d'accord. C'est vrai aujourd'hui en Allemagne, où les secteurs s'empilent et où on ne sait plus quoi en faire. C'est vrai en Afrique du Sud. C'est vrai dans toutes les régions qui ne maîtrisent pas la circulation du virus. Il n'y a plus de cercueil. Que font les êtres humains quand il n'y a plus de cercueil? C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle les corps. On n'a pas conscience du désordre que peut provoquer la circulation accrue du virus. Et puis des fois, quand on est chroniqueur, Valérie, on veut passer pour un petit malin, vous savez, le journaliste qui a voulu jouer copain-copain, je connais le présentateur, on est potes. Et ben, c'était mal connaître Julien Migaud-Müller sur BFM, cette chroniqueuse-là, après, à ses dépens. Alors, je t'emmène dans ta région aujourd'hui. Oh. On va aller en Franche-Comté. Absolument pas. Il y a Bourgogne-Franche-Comté. À un moment donné, la région, c'était la même. On a séparé. On va dans le Doubs. Voilà, exactement. Voilà. Moi, je suis de Lyon, mais bon, à quelques centaines de kilomètres près. C'est presque pareil. On se connaît très bien dans cette équipe. Voilà, donc c'est parfait. Allez, emmène-moi. Voilà. Bon. Bah oui, regarde le meilleur de la télé, Gilles, tous les jours. Étienne Gernel, donc depuis début janvier, depuis le 8 janvier, vous êtes sur LCI, aux côtés donc de la journaliste Sonia Chironi pour le Chironi. point des... Chironi, on dit? Ouais. Chironi. Chikirou, c'est Hachi, donc voilà. Oui, c'est voilà, ça, c'est une bonne référence. Non, mais bon, je ne savais pas. Donc l'idée de ce magazine, c'est un partenariat entre Le Point et LCI. Il y a une famille, il y a quelque chose de commun dans la famille Le Point et la famille LCI. Écoutez, en ce qui me concerne, oui, parce que je crois que ma première chronique télé régulière, c'était sur LCI, c'était une dizaine d'années. Ouais. À l'époque où c'était en payant d'ailleurs. Ouais. Et puis on s'entend bien. Voilà, c'est vrai d'ailleurs de LCI, c'est vrai du groupe TF1. On s'entend en général assez bien. C'est assez facile de travailler avec eux. Et là, en l'occurrence, ça s'est passé de manière très simple. Moi, ça fait très longtemps que j'avais envie de ça. Ça fait très longtemps qu'on voulait avoir une émission du Point, ou en tout cas en partenariat, où on serait vraiment impliqué dans la construction de l'émission. Et puis il y a quelques semaines, en fait, je prends un café avec Fabien Lamias, qui me propose la botte, et en fait on s'est mis d'accord en 5 minutes, parce qu'on était d'accord, on avait envie de la même chose. Quand on vous a proposé un café, parce que les bars sont fermés. Voilà, autre chose. On a le droit de se voir dans les locaux. Oui, d'accord. Voilà, à la machine à café. Et effectivement, on vous a proposé ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire, c'est-à-dire du débat d'idées avec des personnalités. Vous avez reçu Henri Leclerc. Oui, et puis le débat d'idées, c'est assez fondamental au Point. Ça fait très longtemps qu'on est investi là-dedans, et puis depuis quelques années encore plus, avec la création de cette rubrique Postillon, de Fébé, qui est une veille d'idées internationale. Donc c'est notre dada un petit peu, et ça tombait bien parce que LCI avait le même genre d'envie, et voilà, donc on s'est retrouvé sur cette idée-là. C'est une petite audace aussi à la télévision, c'est pas facile. Mais il faut y aller. Et puis mais qu'est-ce qui est pas facile de faire de la télé intelligente? Non, c'est pas facile de faire du débat d'idées à la télévision. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas, mais d'émissions qui est ouvertement portée là-dessus, il n'y en a pas tant que ça, si vous regardez. C'est ce que j'ai, du débat d'idées intelligent, parce que du débat d'idées, il y en a, mais qui tourne souvent au café du commerce. Oui, parfois, pas toujours. Pas toujours, pas toujours. Et puis des intellectuels, des chercheurs, il y en a aussi à la télévision, à la radio, dans d'autres émissions. Mais nous, on apporte notre manière de le faire, et puis c'est une émission qui est dédiée à ça. Voilà. Donc c'est le but. Et alors comment vous travaillez justement? Quelle est votre ligne directrice sur cette émission?
Écoutez, notre ligne directrice, elle vient un peu avec le fil de l'eau, il faut dire les choses. Ouais. Notre idée, quand même, c'est d'essayer d'éclairer le présent. Ouais. Donc, d'être dans des sujets qui sont sinon dans l'actualité, du moins dans l'air du temps. Ou alors dans les choses qu'on ne voit pas dans l'air du temps, mais qui sont fondamentaux dans ce qui se passe aujourd'hui, et de faire venir des gens qui sont capables d'en parler intelligemment, qui connaissent le sujet en profondeur. C'est pas une émission de chicorne, hein. On n'est pas forcément là pour s'étriper. C'est pas le but du jeu, mais d'essayer de faire avancer les choses. Et puis tout cela repose sur un pari qui est fait trop peu souvent. En fait, on sous-estime toujours l'intelligence des gens. On sous-estime toujours leur curiosité et leur exigence, ou trop souvent en tout cas. Et le pari qui est fait, c'est de dire, écoutez, les gens, ils ont envie aussi de débats d'idées le plus haut de gamme possible, et ça ne les effraie pas. Et je pense que nous, journalistes, et je m'inclus dedans, on a souvent ce défaut-là de sous-estimer l'envie de notre public d'exigence. Oui, mais allez-y, Gilles. Oui, un peu ce que disait Jacques Chancel, d'ailleurs, que on ne doit pas donner forcément au public ce qu'il veut, mais essayer de le faire élever ou d'élever la pensée. Vous êtes un peu dans cette idée-là de Chancel, en disant ne pas satisfaire les basses pensées des gens. Vous savez, on a lancé il y a quelques années une rubrique qui s'appelle FEBE, qui est une veille d'idées internationale qui s'inspire beaucoup de la recherche universitaire, notamment américaine et britannique, mais pas seulement, du monde entier. Puis au début, on se disait quand même, c'est quand même assez pointu tout ça, ça va intéresser personne. Et puis on s'aperçoit que c'est une des rubriques qui contribue le plus aux prises d'abonnement sur le site du Point. Ouais. Et donc c'est une leçon à retenir. En réalité, les gens s'intéressent à ce genre de choses. Ils ne sont pas tangés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'intéresser par ailleurs à Nabila. Nabila, c'est intéressant aussi. Ouais. Mais Nabila, c'est intéressant. Mais Joëlle Toledano, qui est une chercheuse spécialisée sur les GAFAM, c'est intéressant aussi. Henri Leclerc, c'est intéressant aussi. Voilà. Oui, vous avez fait les GAFAM sont-ils plus forts que les États? C'est un des thèmes que vous avez abordé, mais avec des spécialistes. Et c'est effectivement ce qui change par rapport à des débats où on a, alors si je dis de façon un peu péjorative, du café du commerce, ou des gens qui ne connaissent pas les sujets. Disons qu'il faut pas avoir peur, parfois, de rentrer un peu dans les détails, de rentrer un peu dans la complexité. Et la plupart des gens, ils sont beaucoup plus au courant et beaucoup plus renseignés qu'on ne l'imagine. Et quand ils ne le sont pas, éventuellement, il faut des recherches. Mais de temps en temps, il faut se dire, regardez, voilà. Donc vous êtes à l'opposé des réseaux sociaux? Non, parce que dans les réseaux sociaux, vous trouvez aussi des choses formidables. Vous trouvez aussi des gens qui disent des choses très pointues, très intelligentes et très fines. Mais je vous l'accorde, comme disait Audiard, c'est comme les poissons volants. Ça existe, mais c'est pas la majorité du genre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce type de débat, alors je vais citer journaliste Jean-Jacques Bourdin, qui avait accordé une grande interview au Figaro il y a quelques mois, où il disait aujourd'hui, finalement, c'est de la paresse journalistique, ces débats, je parle pas du débat d'idées, mais les débats qu'on voit fleurir partout sur toutes les chaînes de télé, c'est de la paresse journalistique, c'est plus facile d'inviter des débatteurs que d'avoir des gens qui font de l'enquête ou qui vont approfondir les sujets, ce qui était le cas. On voit que les chaînes d'infos ont changé de visage. Si je prends ce qu'étaient les chaînes d'infos il y a 15 ans, ce qui étaient les chaînes d'infos avant, où il y avait des magazines un petit peu plus réfléchis, maintenant on est vraiment dans le hard news. Oui. Je sais pas. Pas forcément. Je crois qu'il y a quand même une très très grande diversité de contenu sur les chaînes d'infos. Il y a quand même pratiquement que du débat. À part LCI qui vraiment, je trouve, se démarque quand même sur ce type de programme. LCI a fait ce choix, ne serait-ce que ça, de faire une émission d'idées le vendredi soir, ce qui est un show audacieux et qu'il faut souligner, c'est quand même très important. Je sais pas, j'ai du mal à porter un jugement là-dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup de débats? Oui, il y a aussi beaucoup de chaînes et beaucoup de radios. Donc forcément, il y a beaucoup de débats. Est-ce que ça dilue un peu parfois? Peut-être. Est-ce qu'on y trouve que des choses bêtes? Je crois pas, absolument pas ça. Au contraire, parfois c'est formidable et parfois c'est inattendu d'ailleurs. Donc non, je sais pas, je suis pas certain qu'il y ait eu un changement, mais en même temps j'ai pas une expérience suffisante dans la télévision pour vous dire ça. Moi je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du groupe Altix, qui a une partie de la presse, et on voit que Bolloré veut aussi avoir une partie de la presse. Est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire des journaux, et est-ce que finalement c'est pas sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'on retrouve une vraie liberté? Qu'est-ce que vous pensez à tous ceux qui disent que les journalistes ne sont pas libres? Il y a eu récemment l'affaire de
France 2, on a vu que certains journalistes pouvaient avoir des primes s'ils payaient de l'Europe et tout ça. Qui parlaient de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance anti-journalistique? Je sais pas, je suis un peu sceptique, moi, sur le principe de son... Mais c'est très bien qu'il existe, le sondage de la Croix, hein, puisque c'est lui qui l'a fait. Sur la confiance sur l'indépendance des médias, ils oublient, non seulement parce qu'ils oublient une chose qui est très importante à mon avis, dans la question de l'indépendance et de l'indépendance d'esprit, parce que c'est ça qui est quand même le plus important, c'est l'indépendance des journaux par rapport à leurs propres journalistes. Et ça va peut-être vous étonner ce que je dis là, mais je pense qu'il est un journal, ou c'est vrai d'une chaîne de radio ou de télévision, doit être indépendant, y compris du corps social qu'il compose. Et ce que je crains, moi, c'est qu'il y ait une forme aujourd'hui de communauté journalistique un peu homogène socialement, intellectuellement et politiquement, dont on trouve, si je caricature un petit peu, beaucoup de représentants de le 11e arrondissement de Paris et qui pensent un peu tous la même chose et qui ne sont pas indépendants de ce que pensent leurs amis. Donc ça, c'est quelque chose contre laquelle il faut être, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Maintenant, d'une certaine façon, ce qui m'importe, c'est pas tellement comment les gens considèrent les journaux ou les journalistes, mais ce qu'ils sont vraiment, au-delà de la perception. Ce qui compte, c'est la vérité. Moi, je pense que globalement, oui, les journaux sont indépendants. Et notamment, ils sont indépendants quand ils gagnent de l'argent. C'est une banalité que de le dire, mais l'indépendance économique et l'indépendance éditoriale, c'est en grande partie le même sujet. Et vous êtes totalement indépendant Nous, on est totalement indépendant. D'ailleurs, on n'est même pas dans un groupe de presse. On suit notre voix. On a une voix qui est un peu originale, qui n'est ni celle du Figaro, ni celle du Monde. Avec la liberté également de faire parler des gens qui pensent l'inverse de ce qu'on pense, ce qui est très important. Qui est assez iconoclaste dans le choix des unes, avec des choix assez courageux. Vous avez fait Mila la semaine dernière. C'est là aussi, comment ça se passe comment vous débattez de ces unes et de ces choix qui sont faits chaque semaine pour essayer d'éclairer nos auditeurs? Écoutez, ça se passe tout le temps. Vous savez, un journal, c'est un happening permanent. On est là, on s'engueule, on change d'avis. C'est très important de savoir changer d'avis. On est d'accord, on n'est parfois pas d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il n'y a personne au-dessus pour nous expliquer ce qu'on doit faire. Ça, c'est une grande force et c'est une grande liberté. Maintenant, vous savez, il n'y a pas de règles. Les journaux, c'est de l'artisanat. On décide dans l'instant, on change. Il faut être capable de changer d'avis. Si quelqu'un passe derrière l'écran, dit je comprends rien à cette une, et on s'en fiche de savoir si c'est un chef ou si c'est pas un chef. Si on peut tout changer tout le temps, il faut accepter ce débat-là. Voilà, ce débat et cette virulence, même cette virulence. Vous avez toujours un courrier des lecteurs? Dans le journal papier, non, on l'a plus. Ça, mais vous savez, les commentaires sous les articles et les réseaux sociaux remplissent cette fonction de manière surabondante. Vous les regardez ou pas? Je regarde, oui, ça m'intéresse. Alors c'est pas forcément représentatif non plus. Il faut savoir que évidemment Twitter connaît une surreprésentation de gens d'extrême gauche ou d'extrême droite, d'islamistes ou les gens les plus excités sont surreprésentés sur les réseaux. Sur les réseaux, et c'est vrai en particulier de Twitter qui est extraordinairement politisé. Néanmoins, c'est intéressant. Et puis il faut accepter ça, il faut accepter cette confrontation. Il y a une étude aux États-Unis qui était très frappante et qui racontait que les journalistes habitaient à peu près tous dans les mêmes quartiers et que leurs interactions sur les réseaux sociaux, qui peuvent se mesurer, étaient principalement entre eux ou dans leur cercle avec les politiques, etc. Et que finalement, la probabilité pour qu'un journaliste mainstream rencontre un jour un électeur de Donald Trump était assez faible. Je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, le directeur de la rédaction du Point, qui s'appelle Sébastien Le Foll, a lancé un programme. On va, c'est vrai, nous veiller encore plus attentivement que le passé. On l'a toujours fait. Ça a toujours été très important pour nous d'être présents partout en France. Mais on va le faire, l'approfondir de manière encore plus forte. Parce qu'il faut absolument déconfiner le journalisme. Je pense que s'il y a l'un des mots du journalisme qu'on peut nommer, c'est le confinement qui existait bien avant l'apparition du coronavirus. Ça n'a pas changé un peu quand même ? Un petit peu. Et c'est bien, et je pense que c'est fondamental. Je pense que les Gilets jaunes ont aidé à ça aussi. Le mouvement des Gilets jaunes a permis de prendre conscience aussi qu'il y avait des choses qu'on ne voyait pas dans la société française. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors nous, c'est un credo depuis très longtemps, parce qu'on a des décisions régionales et une présence dans toutes les régions en France depuis très longtemps. C'est un vrai souci du Point depuis l'origine.
de surtout pas devenir un journal parisien. Ouais. Je pense qu'un journal parisien est un journal qui meurt. Voilà, si c'est un journal qui est confiné à quelques arrondissements, c'est un journal qui est mort déjà. Ouais. Demain, vous suivez mon regard. Il y en a quelques-uns. Je n'ai cité personne. Non, mais on comprend assez vite, Gilles. Demain, on va parler de quoi sur LCI à 21h? On va parler de liberté. On va parler des libertés en temps de Covid, aussi dans les périodes. Vous savez, quand il y a souvent des états d'urgence, dans les périodes de terrorisme, et puis souvent il y a des mesures qui restent après. L'une des grandes questions, c'est qu'est-ce qui va rester de nos libertés post-Covid. Ouais. Le sujet n'étant pas de dire il faut sortir, s'embrasser sur la bouche. Et faire des apéros dans la rue, hein. C'est pas ça qu'on prône du tout, et c'est pas de ça qu'on va débattre. Ce dont on va parler, c'est des libertés publiques et de ce qu'il en reste aujourd'hui, et puis un petit peu aussi de l'infantilisation. Ouais, vous aurez qui comme invité? Alors, c'est pas encore complètement finalisé. Comme je veux pas vous donner une liste incomplète, je vous la donnerai. Ça veut dire qu'on vous a pas, que l'invité n'a pas encore dit oui. Il y en a plusieurs. Ouais, voilà, c'est moi qui connais la programmation. C'est compliqué ou pas d'avoir des gens Non. Pour moi, c'est particulier parce que c'est une nouveauté. Moi, j'ai pour vous, oui, comment ça se passe? Parce que vous êtes de l'autre côté en général, c'est-à-dire qu'on vous invite pour parler. Vous venez régulièrement sur Sud Radio également pour présenter votre une. Donc vous êtes plutôt interviewé qu'intervieweur. C'est une découverte. Ça dépend. C'est une découverte. Pour moi, c'est comme une petite plongée. C'est très curieux parce qu'effectivement, ça fait des années que je viens de temps en temps sur des plateaux de télé ou dans des studios de radio. Et là, effectivement, je suis de l'autre côté du miroir. Ouais. C'est une expérience. C'est dur votre métier, hein? C'est dur, non? Ça s'apprend, quoi. Il y a des choses. On fait le même métier, mais. Oui, mais il y a quand même une particularité. Il y a la caméra qui est là et puis il y a la temporalité. Vous savez, en presse écrite, on a cette capacité de frapper. D'abord, pour coincer quelqu'un, une fois que vous avez quelqu'un qui accepte de vous parler, vous pouvez lui parler entre 22h et minuit, c'est pas un problème. Si besoin est en radio ou en télé, vous avez des horaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà parti. Déjà plutôt différent. Mais c'est très sympa, on s'entend très très bien avec Sonia Chironi, avec toute l'équipe de LCI. C'est très marrant, puis j'apprends plein de choses, quoi. Et il y a toujours deux personnes, c'est quand même un débat contradictoire ou pas? Ça peut ne pas l'être. On ne recherche pas l'affrontement à tout prix. Vous savez, il faut absolument avoir quelqu'un qui... Vous savez, l'idée selon laquelle il faudrait absolument avoir des gens qui pensent des choses opposées. S'il y a quelqu'un qui pense que la Terre est plate et quelqu'un qui pense que la Terre est sphérique, on va pas faire un débat 50-50, ça veut strictement rien dire. Donc on peut avoir des gens qui sont d'accord. Puis après, les gens derrière leur écran peuvent être en désaccord aussi. Puis ça m'est égal. Puis la semaine d'après, il y aura quelqu'un éventuellement qui penserait quelque chose de différent. Mais l'organisation systématique de la baston n'est pas une priorité de cette émission. Non, au contraire, c'est de prendre de la hauteur, de faire réfléchir et dans tous les secteurs de la vie, de la pensée et qui sont en rapport avec l'actualité. Oui, et puis d'essayer d'être à la hauteur des exigences et des envies des téléspectateurs et de LCI, des lecteurs du Point. Et comme vous êtes patron du Point, vous avez peut-être le scoop, on sera confiné quand? Alors écoutez, moi j'ai appris une chose depuis le début de ce mandat. C'est que ça ne sert à rien d'essayer d'être appelé un ministre qu'on connaît ou un conseiller de l'Élysée, etc., pour avoir l'info 2 heures avant. Parce que dans les 3/4 des cas, on se plante. Parce qu'il cloisonne, parce qu'il est capable de changer d'avis, ce qui est une bonne chose. Il cloisonne visiblement beaucoup. Et donc les tuyaux même de dernière minute, sont très souvent percés. On n'a pas de scoop, Valérie. On n'a pas de scoop. Et il faudra lire le Point, peut-être. Comment l'ARN va changer nos vies? C'est la une du Point demain en kiosque. Et puis sur LCI, donc le Point des idées, 21h05. Et puis évidemment, il y a beaucoup de replays possibles, accessibles sur le site d'LCI. Merci beaucoup.